Bonjour à toi Drizilla, et force à toi si tu portes vraiment ce prénom-là. Avant de commencer quoi que ce soit, si tu as n'importe quoi de mieux à faire dans le vrai monde, de la vraie vie véritable, qui puisse te servir à toi, là, maintenant, plutôt que de regarder une vidéo sur YouTube, tu le fais, et tu ne perds pas du temps ici. Je crois qu'il n'y aura jamais rien de meilleur que ça comme conseil sur toute la plateforme, de toute manière. Bon, maintenant, si tu en as déjà fait assez aujourd'hui, il y a bien un truc ou deux à venir ici qui vont vraiment faire office de catalyseur de pensée. Si tu as le temps, en partant, et profites-en. Dans cette vidéo, on va parler d'heuristique, c'est-à-dire ici des méthodes pour explorer efficacement l'arbre du champ des possibles. On va se demander quels filtres simples doivent être mis en place pour faire du tri dans les décisions qui vont forger nos vies. Alors ok, ça prendra 25 minutes, mais d'une part, je ne crois pas qu'il y ait de sujets plus importants pratiquement dans une vie, et surtout, si je veux bien aborder les fondations comme j'en ai envie, et sans me fichtre de toi, il le faut. Cerise sur le gâteau, ce sera sympa, et je t'assure qu'à la sortie, tu n'auras pas eu l'impression de perdre ton temps. C'est quand même cool de connaître des méthodes pour savoir décider mieux que 90% des autres, surtout quand c'est gratuit. Allez, on y va. Au cours de mes différentes rencontres, si j'ai discuté avec des agriculteurs que j'ai considérés comme plus intelligents que certains universitaires, et pas parce que les valeurs que portaient les seconds étaient moins les miennes que celles que portaient les premiers, mais bien parce que dans une discussion ouverte, leur rouage tournait plus vite, que leurs adaptations par rapport aux problèmes de leur quotidien étaient plus remarquables par exemple. Eh bien, j'ai tout de même croisé plus de personnes que je qualifierais d'intelligentes de ce point de vue-là, dans le supérieur que dans l'agriculture. Petite remarque, on est d'accord, juste d'entendre dire ça, on est déjà un peu mal à l'aise, non ? Est-ce que c'est le milieu qui t'a nous sculpté ainsi, qui nous fait plus ou moins intelligents, ou est-ce plutôt nos compétences initiales qui nous amènent à migrer au sein des strates sociales et à nous y établir dans un milieu donné ? Eh bien, ce ne sera pas du tout le débat de cette vidéo-ci. Pourtant, entre nous, je suis certain que vous aussi, vous avez observé que certaines personnes sont plus intelligentes que d'autres, peu en importe ici les raisons. Franchement, dis-moi que tu n'as pas, là maintenant, quelqu'un en tête, à qui, quand tu lui as parlé ou quand tu l'as écouté parler, tu t'es dit que là-haut, franchement, un coup ça touchait, un coup ça touchait pas. On pense souvent que l'intelligence est quelque chose d'impossible à définir. Mais c'est le plus souvent parce que ça peut nous arranger d'un certain point de vue. D'ailleurs, est-ce que tu as essayé toi de définir ce que c'est que l'intelligence ? L'avantage de ce flou, c'est que comme ça, tout le monde peut avoir sa forme d'acception. Tout le monde peut être unique. Mais si ça sonne très bien à l'oreille, le problème, c'est que dès lors que tout le monde est unique, plus personne ne l'est en réalité. Pire, à toujours vouloir préserver les sentiments, on peut passer à côté d'une chose plutôt importante. On l'appelle le réel. Selon moi, cette façon de voir et dire les choses est là pour masquer une évidence. Les gens ne sont pas également pourvus sur le plan de l'intellect. Mais comme c'est une vérité difficile à entendre et qu'elle est bof compatible avec un ordre social apaisé, on préférera parler des intelligences multiples plutôt que d'intelligence générale. La meilleure manière d'exercer une influence étant toujours de feindre de ne pas en exercer. Par exemple, la meilleure manière de masquer son avantage à la course, c'est de dire à l'autre que franchement, avec les bonnes chaussures, le bon entraîneur ou quand il fera moins chaud, il aura toutes les chances de nous dépasser. Le seul problème survient le jour où il faut courir pour sa vie. Ce jour-là, si vous êtes poursuivi par un lion, un va mourir. Et là, c'est la seule efficacité qui va importer. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Certes, la pensée magique soulage, mais elle ne fait que masquer les symptômes. Et en réalité, laisser le champ libre à la maladie, à l'apathie. Le jour où le réel se rappelle à nous, c'est alors souvent trop tard, et souvent très douloureux. Ici, on ne va pas définir de façon péremptoire ou définitive l'intelligence. De toute façon, il n'existe pas de définition consensuelle de l'intelligence, même dans les milieux académiques, qui est court à ma connaissance à l'heure actuelle. Mais des débats existent qui discutent de la qualité associée à un certain facteur G. Un facteur d'intelligence générale, statistiquement significatif, et qui correspond aux qualités communes détectées par de multiples tests de cognition divers et variés chez les personnes qui sont le plus en réussite. Le QI est par exemple l'un d'entre eux, mais un seul d'entre eux. On peut rapidement en dire ceci. L'intelligence, ce serait d'une part d'avoir le sens de l'observation, repérer les données pertinentes au milieu de celles qui le sont moins. D'autre part, faire du lien entre les divers objets mentaux pour structurer un édifice cohérent qui permette de compresser l'information, de créer des chemins d'accès plus évidents. C'est finalement agréger efficacement les idées. Cela sous-entend d'avoir plusieurs qualités. De la mémoire, de la logique, de la créativité aussi, mais aussi de la pertinence dans le choix de certaines données particulières qui vont nous être proposées. Ces données sont celles qui vont vous aider à structurer les algorithmes eux-mêmes qui défrichent pour vous le champ des possibles qu'ouvre notre intellect.
celles qui vont présélectionner dans nos pensées arborescentes les branches les plus susceptibles de finir par porter des fruits. Dans la vie académique, on les appelle des heuristiques. Dans la vie de tous les jours, on parle simplement de principes, de méthodes. Il y a quelque chose de très intéressant à propos de ces heuristiques, de ces clés qui trient pour nous les branches stériles de celles qui vont fleurir, c'est que certaines d'entre elles ont été compilées par ceux qui nous ont précédés. Et que leur usage ne dépend pas autant que le reste de cette intelligence dont nous sommes tous diversement pourvus. Pour le dire autrement, c'est le seul raccourci que je connaisse pour gagner des points sur le plan de l'intelligence et pour pouvoir lui faire jouer le rôle qui est le sien dans nos vies de façon optimale, celui de convertir notre volonté en les moyens de la faire advenir. Bien sûr, ça ne suffit pas. On remarquera notamment que l'industriosité, c'est-à-dire le fait de mettre concrètement ces moyens produits intellectuellement en œuvre, est aussi nécessaire à la réussite, et n'a pas nécessairement partie liée avec l'intelligence générale, mais plus avec la motivation, le goût de l'effort, notre adresse dans la pratique et bien d'autres choses encore. Néanmoins, comme l'intelligence associée à l'industriosité est un gage de réussite plus grande, par effet rebours, elle est souvent aussi celui d'une motivation accrue. Comme toujours, les choses ne vivent pas simplement isolées les unes des autres, elles peuvent s'entre-influencer. Et c'est le cas entre l'intelligence et la motivation. Il y a un certain degré de corrélation entre les deux. Dans cette vidéo, je vais vous transmettre mes méthodes de tri, celles que j'utilise personnellement et que j'ai héritées notamment du champ des sciences. Et pour ce faire, je ne vais pas vous prendre pour des idiots, on va y aller franchement, mais sans difficulté majeure a priori. On ne va pas non plus aller dans le détail sale. Pourtant, ce sera ma vidéo la plus riche en explications pratiques à ce jour. Il va falloir s'impliquer un minimum pour en ressortir armé cette fois. Et ce sont là des armes vraiment affûtées que je vais mettre à votre disposition. Dans un premier temps, on va voir comment juger de la pertinence d'une idée, d'un raisonnement logique qui nous est présenté. Savoir s'orienter dans le monde des idées pour ne pas se perdre dans la forêt des raisonnements finalement. Après, on parlera de comment juger nos décisions pour acquérir une expérience optimale, de comment raffiner notre expérience de vie, et même celle des autres, de ce que la plupart des gens appelleraient acquérir de la sagesse finalement. Et enfin, de comment modifier avec justesse nos opinions sur les choses. Comment avancer dans un monde qui change constamment. Avec l'ensemble, vous pourrez affiner vos propres techniques et sûrement identifier des redondances avec elles, entre ce que je dis et celle-ci, ou mettre des mots sur vos habitudes de tri instinctives pour mieux les employer encore. C'est en tout cas le vœu que je forme pour vous ici en produisant ce contenu. J'avais parlé de la nécessité d'avoir une méthode dans ma vidéo précédente, mais en voilà une! Qu'est-ce que c'est bien fait quand même! Première chose donc, les 4 filtres. Numéro 1. Si une idée ne passe pas ce stade, c'est poubelle directe, on n'a même pas besoin de réfléchir à quoi que ce soit d'autre. Si on vous propose une idée, vérifiez directement par une vue de l'esprit, une simple expérience de pensée, et en partant du principe qu'elle est vraie, que son usage n'induit pas de contradiction. C'est ce qu'a fait l'un des pères des sciences modernes, notamment Galilée. C'est l'exemple fameux de la chute des corps. Notamment, avant lui, par Aristote, on estimait, et l'expérience ne contredit pas cela dans le monde classique, dans un fluide comme l'air notamment, que les corps les plus lourds tombent plus vite que les plus légers. C'est à la fois instinctif, simple, ça contredit pas l'expérience, bref, c'était tout à fait acceptable. En fait, il a fait ce que je viens de vous dire, Galilée, il a juste fait une expérience de pensée en considérant que cette loi était vraie, que les corps lourds tombaient bien plus vite que les corps légers. Imaginez une balle de tennis et une boule de pétanque. Si vous regardez les deux tomber, vous verrez que la balle de tennis tombe légèrement moins vite que la boule de pétanque. En l'occurrence, une fois que vous avez observé ça, imaginez l'expérience de pensée suivante. Si vous les reliez par un fil très peu pesant et assez solide, un fil de nylon typiquement, l'ensemble c'est bien plus lourd que les deux séparément. L'ensemble devrait donc tomber plus vite que les deux séparément. Mais en même temps, vu que la balle de tennis elle tombait plus lentement que la balle de pétanque, ça devrait faire une sorte d'effet parachute, même léger, et l'ensemble devrait donc tomber moins vite que séparément. On a affaire à une contradiction logique. Et dès que vous avez une incohérence logique, c'est que le principe dont vous étudiez la pertinence est sans espoir. Et c'était le cas pour cette version de la chute des corps. Autre principe, pourquoi pas pour l'appliquer, le principe de dilution de l'homéopathie. Quand vous prenez de l'homéopathie, le principe principal, c'est que une fois que vous avez dilué un produit, il augmente en qualité efficace. Plus vous allez le diluer et le dynamiser entre les deux, mieux ça va se passer. Si vous observez le monde, très simplement, vous pouvez faire l'expérience de pensée suivante. Vu que tous les produits plus ou moins terminent dans l'océan, aux dilutions maximales présentes sur Terre, et qu'il y a une certaine dynamisation dans l'océan, boire un simple verre d'eau de mer devrait suffire à soigner la totalité des maux sur Terre. Donc ce principe-là, je parle du principe, ne peut pas être valide. Impossible, du fait de cette seule remarque. On jette donc directement à la poubelle sans autre forme de procès.
L'incohérence est le signe fort d'un argument faible. Filtre numéro 2. Est-ce que les briques et le liant se tiennent? Là, on prend une loupe. S'il y a une incohérence du type prémisse pourrie au raisonnement illogique. Bon, ok, pour celui-là, il faut bosser un peu plus à côté pour voir si vous êtes capable ou non de détecter un raisonnement illogique. Il y a des myriades de choses à checker, mais peu importe. En tout cas, s'il y a quelque chose, c'est qu'il y a anguille sous roche. Exemple, si je te dis le ciel est vert, donc les feuilles des arbres qui en reflètent la couleur sont vertes, il y a souci, pas pour la logique, mais juste parce que le ciel il est pas vert. Bon là c'est facile, c'est une prémisse nulle, mais en règle générale, interroger la pertinence des prémices, des briques qui construisent le raisonnement d'autrui, c'est pas mal. Cas particulier pour les incohérences, celui que j'ai le plus envie de cibler ici, c'est le cas des raisonnements circulaires. Pas toujours facile à voir, mais surtout appartenant aux arguments du type irréfutable. Ils donnent l'impression à celui qui les manie de gagner tous les débats. Malheureusement, leur usage n'a jamais, en aucune occasion, permis de construire un raisonnement prolifique. Il faut donc les bannir des vôtres, ne serait-ce que par principe. Exemple, la prière fonctionne. Ok, mais ça n'a pas marché pour moi. C'est donc que tu as mal prié puisque la prière fonctionne. Alors là, l'exemple, je l'ai pris tel quel, on s'en fiche, tu peux remplacer par ce que tu veux, mais l'idée est là. Quand ça boucle, quand tu pars du principe que tu as raison et que tout ce qui va se passer après s'explique par le fait que tu as raison, c'est un raisonnement circulaire. Dans le réel, c'est très difficile de discuter avec des gens qui manient de tels arguments. C'est comme un cheat code. Si quelqu'un vous dit « je suis Jésus » et que vous lui répondez « ben non mec, t'es pas Jésus, personne ne voit tes pouvoirs et on est tous d'accord ici pour te dire que c'est pas toi », il vous répondra « c'est exactement ce qui se passerait si j'étais Jésus, c'est QFD ». Bon quand quelqu'un boucle sur ses idées et emploie des arguments circulaires irréfutables, oubliez les raisonnements et tapez au trip. Pas littéralement, on est d'accord. Exposez par exemple les avantages de penser autrement, d'adopter le point de vue différent, ce que l'autre gagnerait à changer son point de vue. Indice supplémentaire, on ne convainc personne en le traitant de débile. Et les gens ont toujours une bonne raison, noble en fait initialement, une valeur cardinale qui se cache derrière le raisonnement. C'est elle qui explique leur attitude. Et si vous cherchez pas à la connaître, si vous identifiez pas cette valeur de manière à viser juste, dans la justification du changement positif de point de vue, vous ne le pourrez jamais convaincre, ce genre de personne. Filtre numéro 3. S'assurer de l'effet. Ok, la logique est bonne, elle apparaît comme bonne a priori, mais ça n'en fait pas mécaniquement une réalité pour autant. C'est pas parce que la logique est bonne que le réel décide de l'accepter tel quel. Il faut identifier l'identité au réel par une mise à l'épreuve aussi rigoureuse que possible. Le plus souvent, ça passe par une méta-analyse scientifique, c'est là qu'on obtient les meilleurs résultats dans ce cadre-là. Mais souvent, à défaut, dans la vie de tous les jours, on fait avec ce qu'on a de mieux. Je vois déjà d'ici certains critiques venir. Alors n'oubliez pas, ce que vous pourrez trouver comme trou à la raquette de la méthode scientifique, et il y en a, un certain nombre de conflits d'intérêts, des erreurs humaines, même si elles sont checkées par d'autres, il en existe, oui, mais les autres raquettes que vous pourriez trouver ont les mêmes trous, sauf qu'ils sont encore plus gros. Prenons un exemple, pour voir où vous vous situez de ce point de vue-là. Pensez à une chose dont vous pensez qu'elle a vraiment un effet médical, même s'il est controversé, on s'en fiche. Et pensez maintenant à une autre, mais qui vous semble ridicule, une autre pratique médicale, disons, mais qui vous semble ridicule. Je sais pas, pour moi, ce serait les vertus thérapeutiques des gris-gris africains, quoi. Mais si vous pouvez pas défendre votre pratique avec des arguments qu'on pourrait retourner contre vous dans l'absolu en remplaçant juste votre pratique par gris-gris, c'est que vous vous basez sur des preuves trop fragiles. Essayez, allez-y, faites-le maintenant, mettez pause, faites-le vraiment, et demandez-vous si vous avez les bons réflexes. Ce serait quand même dommage que ce ne soit pas le cas sur un domaine aussi essentiel dans nos vies que le domaine de la santé, notre bien le plus précieux. Allez-y, je vous laisse faire pause. Allez, filtre numéro 4, s'assurer de la taille de l'effet. Ok, on en est sûr, il y a un effet. Et alors, si vos peanuts dans la pratique, ça nous fait une belle jambe, il faut toujours se demander à quelle dose, dans quelle quantité ça agit sur ce qu'on veut obtenir, ou ça n'agit pas d'ailleurs, pour savoir si pratiquement c'est pertinent. Je vais vous donner un exemple. Il y a un aimant de frigo sur le capot d'un 35 tonnes en train de foncer sur moi. Et dans ma main, j'ai moi aussi un aimant de frigo. Vous savez, tourner de façon à repousser l'autre quand j'essaie de les rapprocher. Bon, même s'il y a un effet repousseur des aimants qui existe bel et bien, je suis à peu près sûr que je vais finir en steak. N'oubliez jamais, étudiez la taille d'effet pour voir si ça a un impact réel dans vos vies. Résumons-nous. Reprenons nos 4 filtres. Filtre numéro 1. Pas d'incohérence comme conséquence si le principe est vrai. 2. Prémisse correcte et logique interne du propos cohérente. Mention spéciale au raisonnement circulaire. 3. La confrontation au réel tient le coup. 4. La taille d'effet est suffisamment importante pour que vous ayez à la considérer.
Voilà, avec ces filtres-là, et un peu d'expérience, de pratique, il n'y a que ça qui marche de toute façon, vous serez au top pour ne pas perdre de temps avec des idées sans espoir. En parlant d'expérience, mais d'expérience de vie plutôt, il n'y a pas 2 ou 3 branches pourries à scier là aussi, et au contraire certaines plus à même de nous rendre doués. Si, clairement. C'est ce qu'on va voir maintenant. Sur le plan des expériences à considérer, commençons par identifier 2 branches mortes. Le plus souvent, ce sont les vainqueurs qui racontent leur histoire. Premier souci, c'est qu'ils le font le plus souvent avec la logique associée à un récit socialement acceptable, un récit qui les valorise. Ils peuvent donc déformer le réel pour cette simple raison. Mais il y a un problème plus grave. De faire que les écouter eux, c'est faire fi de tous ceux qui ont employé des méthodes similaires et qui ont échoué. C'est rater l'analyse principale. Je vais tâcher de vous montrer pourquoi ce n'est pas une bonne idée, pourquoi il faut s'intéresser davantage à ceux qui ont échoué. Un ingénieur aéronautique, on est durant la Seconde Guerre mondiale, voit revenir ses avions garnis de certains impacts de balles. Certains ont des trouées aux ailes, d'autres à la queue, quelques-uns même proches du cockpit. Pas d'impact sur le cockpit lui-même, ni sur les moteurs. Il demande à son apprenti quoi renforcer pour les batailles à venir. Vous renforceriez quoi, vous ? Son apprenti, lui répond qu'il faut renforcer les ailes et la queue, là où il y a les trous. Nous renforcerons pourtant le moteur et le cockpit principal, rétorque alors l'ingénieur. Est-ce que vous voyez pourquoi ? Eh bien, parce qu'autant les avions impactés au niveau des ailes et de la queue avaient pu revenir, autant ceux où le moteur et le cockpit principal avaient été endommagés n'étaient jamais entrés. Il faut tenir compte de ceux qui ont tout perdu, en identifier les raisons et se prémunir contre ces raisons-là en priorité. Ne tenir compte que de ceux qui sont passés entre les mailles du filet n'est pas une bonne idée. Parfois réussir, c'est simplement parvenir à ne pas échouer suffisamment longtemps. On appelle cette erreur, ce biais-là, le biais du survivant, un biais cognitif bien connu. Autre conséquence, du fait d'être un animal social, l'erreur ultime d'attribution, notre deuxième branche morte qu'il nous faut scier. Bon, c'est un terme un peu fort, mais c'est son nom. Quand nous échouons, en cas de coup dur, nous avons tendance à diminuer les causes internes, notre propre responsabilité, et à accroître les causes externes. Et c'est plus facile, plus confortable psychologiquement, et notre entourage est là pour nous pousser en ce sens. Et on fait l'inverse quand nous réussissons. Par exemple, si ton équipe préférée perd son match, franchement, le terrain était merdique, l'arbitre était un blaireau, bref, tu connais la suite. Si ton équipe gagne, mais qu'est-ce qu'ils ont été bons! D'ailleurs, Drusilla a particulièrement bien joué, C'est ça, l'erreur ultime d'attribution. Ne soyez pas comme ça. Essayez de vous forcer à l'inverse, par principe. Essayez de vous exercer à penser contre votre cerveau, contre vos réflexes. Merci Alexandre pour cette citation. Faites cet effort-là, et devenez meilleur que les autres. Et quand il le faudra, courez plus vite qu'eux. En règle générale, retenez ceci. Jugez le pari, pas le résultat. À défaut, vous finirez par avoir raison, pour de mauvaises raisons. Et ça, c'est pire que d'avoir tort. Parce que quand une situation similaire se reproduira, quand vous recommencerez, cette fois-ci très sûr de vous, et donc encore plus imprudent, cette fausse leçon vous fera échouer d'une façon pire encore que l'aurait fait une simple erreur. Il vaut bien mieux une erreur qu'une fausse bonne raison. D'autant plus que généralement une erreur nous marque, une erreur nous surprend. Et c'est là le moteur de l'apprentissage, du rééquilibrage de nos curseurs. C'est ce que nous allons voir d'ailleurs maintenant. Comment moduler nos avis sur les choses pour tenir compte d'un monde qui change. Ces préconceptions qui influencent toutes nos prises de décision. Voyons comment moduler le contexte même de la prise de décision. Nous avons tous des préjugés sur les choses, même quand nous nous en défendons. Et même si c'est normal, croire le contraire, c'est se laisser gouverner par eux encore plus en les plaçant dans l'ombre. Nous naissons câblés avec des préjugés. On est capable de mettre en évidence des encodages de certaines logiques du monde physique même chez de très jeunes bébés, comme la densité de la matière par exemple. Ils savent instinctivement que des objets solides ne se traversent pas les uns les autres notamment. Allez revoir si vous avez un peu de temps après les expériences là-dessus, c'est assez rigolo. Mieux, on a même pu montrer chez des fœtus intra-utérins que des bribes de visage étaient reconnues. Ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a montré à travers le ventre de la mère, par laser, sans qu'il y ait quoi que ce soit comme conséquence négative, in utero, des déplacements de points lumineux de gauche à droite. Alors ils les suivaient plus ou moins, mais dès lors que ceux-ci étaient organisés en triangle, à la manière d'un visage, donc 2 points en haut, 1 point en bas, ils les suivaient davantage. Si vous faisiez l'inverse, ils les suivaient moins. Nous sommes pétris de préconceptions. Certaines même sont héritées biologiquement. Alors c'est pas la peine de les nier, au contraire, il faut en revendiquer la justesse. Encore faut-il pour cela qu'il le soit juste. La première chose à faire pour ça, pour avancer dans ces réflexions sur un sujet donné, c'est d'aller cibler nos préconceptions, de tenir compte de celles-ci, en positionnant un curseur initial allant de 0 à 100 pour notre décision sur le sujet. 0 correspond à la certitude totale de la fausseté, et 100 à la certitude totale de la véracité. Idéalement, n'atteignez jamais 0 ou 100. Ensuite, il faut, et entendez-le bien car c'est très important, c'est ce que ne font pas 98% des gens,
c'est aller au-devant de la surprise. Cherchez à être surpris. Dans de très nombreux cas, ça peut se résumer ainsi. Essayez de voir si on a tort, au lieu de chercher à avoir raison. Chercher si on a tort, c'est bénéfique à 2 degrés au moins. Le premier, c'est que la surprise dynamise et rend vivant. Vous resterez pétillant intellectuellement en allant au-devant d'elle. La seconde, c'est qu'aucun apprentissage ne se fait sans elle. Un mantra à bien avoir en tête si vous êtes enseignant, ou si vous souhaitez entrer quelque chose dans la tête de vos enfants, par exemple. Surprenez-les. C'est là la seule façon de leur faire un pas réel en direction de la sagesse que vous souhaitez leur transmettre. D'ailleurs, c'est aussi ce qui va nous aider à choisir à présent. Même si à ce stade, on va faire ça au doigt mouillé, on va au moins poser les bases d'un raisonnement efficace. Vous avez votre préjugé ? Il est bien positionné de 0 à 100 ? Oui, il faut vraiment le chiffrer. Et oui, c'est obligé. Maintenant, vous venez de croiser la route d'une information. Est-ce qu'elle est surprenante ? Et si oui, dans quelle mesure ? Je m'explique. Si tu trouves dans la bouche d'un interlocuteur, plutôt côté à l'extrême droite, que c'est lié à l'immigration, est-ce que tu es surpris ? Si tu trouves chez un interlocuteur de très gauche que c'est lié à la bourgeoisie, même question. Maintenant, si tu trouves chez un climato-sceptique que, à tel endroit, les modifications de l'environnement associées à une montée des eaux, c'est quand même étrange et ça l'interroge. Là, c'est surprenant. Là, il y a un truc à creuser. Cherchez d'abord à savoir si vous vous trompez. Et dès que vous croiserez un argument qui aille dans un sens ou un autre, mettez-lui une pondération, un multiplicateur, d'autant plus grand que l'effet de surprise est fort. Donnez-lui d'autant plus de poids qu'il va contre vos présupposés initiaux et qu'il provient d'une situation surprenante en soi. Enfin, visualisez où se positionne votre curseur final et positionnez-vous. Certes, avec cette méthode, il sera rare que vous ayez une certitude. Pour les certitudes, voyez avec la théologie. Mais au jeu de la vie, où c'est le moyen et le long terme qui vous font échouer ou réussir, vous aurez les meilleures chances de pencher du côté de la réussite. Et rappelez-vous, le jeu social ne se joue pas que sur une seule génération, il ne passe pas qu'à travers vous. Un dernier exemple dans cette vidéo, un pour illustrer à quel point tenir compte des préjugés de notre point de départ, c'est important. Et aussi un peu pour vous mettre le pied à l'étrier sur l'importance de quantifier les choses. Souvenez-vous, première partie, taille des faits, tout ça. Imaginez, vous allez dans un pays asiatique où se déclenche une maladie nouvelle. Alors je sais que c'est pas crédible, c'est le genre de truc qui n'arrivera jamais, mais bon, c'est pour l'exemple. Vous quittez ce pays, et on vous informe que vous aviez 1 chance sur 1000 d'être atteint de cette nouvelle maladie. À votre retour, des tests ont été mis au point, ils sont fiables à 99%. Et là, votre test revient positif. Devez-vous vous inquiéter ? Je vous laisse faire pause pour y réfléchir. Je vous rappelle que le test est fiable à 99%, 1 chance sur 1000 que vous aviez d'attraper cette maladie. Eh bien, étant donné que vous aviez 1 chance sur 1000 d'être atteint au départ, ça signifie que sur 1000 personnes rentrées, par exemple, une seule est vraiment atteinte. C'est ça notre point de départ, c'est ça notre préjugé. Ça veut dire que le test va nécessairement revenir positif pour 10 personnes sur ces 1000 personnes. C'est mécanique. Vous avez donc encore 9 chances sur 10 d'être sain si vous êtes parmi ces personnes-là. Vous ne devriez pas considérer cela comme une surprise suffisante pour faire pencher le curseur au-delà de 10%. De tels raisonnements, avec un point de départ et l'influence quantifiée de la surprise, sont qualifiés de bayésiens. Nombre de personnes ont déjà parlé sur la plateforme, et on sont allés beaucoup plus loin que moi là-dessus, et si vous voulez aller plus loin vous-même, n'hésitez pas à vous renseigner. Pour autant, commencez par vers cette première mouture proposée ici avant d'aller au-delà. La pratique est toujours meilleure que la simple intellectualisation. Alors pratiquez, devenez meilleur et récoltez-en les fruits. En parlant de pratique, essayez de retrouver de tête les grandes idées de cette vidéo. Vraiment les principales. Essayez une première fois maintenant, une autre demain, une autre dans un mois. Si vous n'y parvenez pas du tout. Vous n'êtes pas en passe d'acquérir quoi que ce soit après cette première écoute. Et quelqu'un qui vous dirait le contraire vous mentirait. Je ne dis pas que le contenu de cette vidéo n'est pas dense, mais c'est ce que vous allez parvenir à reformuler de mémoire qui a une chance de s'incarner chez vous et de produire les effets positifs associés. À moins que vous ayez trouvé que tout ce que j'ai dit ici était nul et inutile. Auquel cas, passez votre chemin. Alors allons-y. Donnez 2 choses qu'il vous faut vérifier, quel que soit le propos de votre interlocuteur. Donnez une maxime résumant comment acquérir de l'expérience en limitant les biais. Dites-moi quel serait le moteur de l'apprentissage. Et donnez-moi un exemple concret, pourquoi pas en commentaire d'ailleurs. Allez, on se résume. Au chiotte les arguments irréfutables. Jugez vos paris, pas leurs résultats. Et soyez inspirés par la surprise. Enfin, n'oubliez pas,
un certain effort de base est toujours nécessaire pour qui veut vraiment posséder quelque chose. Quand l'effort vous rend fort, l'inaction vous rend... Je pense que je ne vais pas aller au bout de celle-là. Cette vidéo est bientôt terminée. Je vous remercie pour votre écoute, jusqu'au bout en plus alors que c'était pas facile. Si vous souhaitez me remercier et partager avec moi, commencez par partager ça avec quelqu'un dont vous pensez que ça pourrait l'aider ou simplement l'intéresser. Abonnez-vous et mettez la cloche, c'est ce qui m'encouragera le plus. Sinon, vous allez peut-être même rater des trucs cool, qui sait. Contredisez-moi en commentaire, ou racontez une de vos plus grandes surprises pour illustrer ce lien avec l'apprentissage. Bref, surprenez-moi, j'adore apprendre. Et je suis sûr que les autres qui vous liront aussi. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur Dualité. Allez, on dit qu'une vidéo de cette taille-là et sur un sujet aussi tendax à travailler, ça va marcher quand même. Si c'est le cas, je sens que je vais apprendre très très fort cette fois.